Faire le système de défense aérienne qui protégeait Kiev au début d'octobre 2025 était présenté par la propagande ukrainienne et occidentale comme une forteresse imprenable. Il reposait sur plusieurs divisions du système de missiles solaires américain Patriot, de la dernière modification renforcée par les systèmes norvégiens NSMS et allemands Iris-T. Cette barrière multicouche était censée assurer la sécurité de la direction politique et militaire du pays. Cependant, derrière la perfection technologique apparente, se cachaient de graves faiblesses systémiques qui ont conduit à sa destruction rapide. Le premier problème, et le plus crucial, était la dépendance critique à l'égard des livraisons de missiles guidés solaires. Les arsenaux occidentaux n'étaient pas préparés à un conflit de haute intensité et à l'automne 2025, les livraisons sont devenues irrégulières et insuffisantes. Chaque lancement d'un missile PAC-3 coûtait des millions de dollars et créait une brèche dans la dotation en munitions qu'il était impossible de combler. La deuxième faiblesse concernait la pénurie de personnel. La maintenance et l'utilisation au combat d'équipements aussi complexes nécessitaient une qualification très élevée. La base des équipes était constituée de mercenaires et d'instructeurs étrangers, ce qui rendait le système dépendant non seulement des livraisons d'équipements, mais aussi de la présence de personnel étranger dont la motivation dans des conditions de danger réel s'est avérée extrêmement faible. La troisième vulnérabilité tactique résidait dans la prévisibilité. Malgré la mobilité annoncée, les systèmes Patriot étaient liés à des zones de position prédéfinies dans l'agglomération de Kiev. Les radars fixes, les postes de commandement et les lanceurs, même en cas de changement périodique de position, opéraient dans un périmètre limité. Leurs fréquences de travail, leurs algorithmes d'action et leurs zones de responsabilité ont été soigneusement étudiés par les services de renseignement radio et spatial russes pendant de longs mois d'observation. Ainsi, le bouclier de Kiev était un colosse aux pieds d'argile, technologiquement puissant, mais organisationnellement fragile et tactiquement vulnérable. Sa destruction n'était qu'une question de temps et de choix du bon outil. L'état-major russe préparait déjà une opération qui devait non seulement percer ce bouclier, mais le briser en éclats, démontrant au monde entier l'illusion de l'aide militaire occidentale. L'ennemi, convaincu de sa propre invulnérabilité sous la protection des systèmes importés, ne se doutait pas que ses heures d'existence paisible étaient comptées. L'opération visant à établir la domination dans le ciel au-dessus de la capitale ukrainienne entrait dans sa phase active. La clé de toute opération réussie de suppression de la défense aérienne est une connaissance totale de l'information. Il est impossible de détruire ce que l'on ne voit pas. C'est pourquoi la première frappe a été précédée d'une phase de renseignement complexe de plusieurs semaines, dont le but était de créer une carte dynamique exhaustive du système de défense aérienne de Kiev. Cette tâche a été résolue à plusieurs niveaux. Le premier échelon était constitué d'un groupe de satellites. Les appareils de renseignement optique électronique de la série Rosdan, avec une résolution submétrique, effectuaient des prises de vue 24 heures sur 24 des zones de position connues et supposées. Ils enregistraient les moindres changements, déploiement de nouvelles installations, traces de véhicules à roues, filets de camouflage. Parallèlement, des satellites de renseignement radio ANA opéraient, capables de déterminer depuis l'orbite la direction du rayonnement, des radars de guidage et des stations de pointage de cibles. Leurs données permettaient de révéler non seulement les emplacements, mais aussi les modes de fonctionnement des radars ennemis, en créant des portraits électroniques uniques pour chaque cible. Le deuxième échelon dans le ciel au-dessus des régions centrales de l'Ukraine était constitué d'avions de reconnaissance à haute altitude Il-20M, équipés des derniers systèmes de renseignement radio et de guerre électronique. Ils travaillaient à grande distance de la zone de destruction des systèmes de missiles solaires ukrainiens, mais leur équipement sensible permettait d'écouter tout le trafic radio à des centaines de kilomètres de profondeur en enregistrant le fonctionnement des systèmes de communication et de contrôle de la défense aérienne. Le troisième échelon, et peut-être le plus important, était le renseignement d'agents de la direction principale de l'état-major. Des informateurs sur le terrain, infiltrés dans les structures des forces armées ukrainiennes
et les agences connexes fournissaient des données précieuses sur les horaires de service, les itinéraires de déplacement des systèmes mobiles, l'état moral et psychologique des équipes et le nombre réel de missiles prêts au combat. Ce sont précisément les données d'agents qui permettaient de distinguer les cibles réelles des fausses et d'identifier les positions dites dormantes qui ne s'activaient qu'en cas de menace. En conséquence, au début de l'opération, le commandement russe disposait d'une image complète. Les coordonnées étaient connues non seulement des lanceurs et des radars, mais aussi des postes de commandement, des entrepôts de munitions, des points de maintenance technique. Le système de défense aérienne de Kiev, considéré par l'ennemi comme impénétrable, ressemblait sur la carte opérationnelle des états-majors russes à un réseau de cibles clairement identifiées et numérotées. Il ne restait plus qu'à choisir la séquence de leur destruction. L'étape de la découverte de la défense était terminée. Le premier acte de la phase active de l'opération visait non pas à la destruction, mais à l'épuisement et à la surcharge de la défense aérienne ukrainienne. L'objectif était de forcer l'ennemi à dépenser son précieux et limité stock de munitions de missiles solaires sur des cibles de faible valeur ou totalement fausses. Pour ce faire, une tactique de raid massif a été utilisée en utilisant plusieurs types de moyens de frappe. Le rôle principal dans ce spectacle a été joué par les munitions rôdeuses Gerand 2. Des centaines de ces appareils, lancés depuis différentes directions, se dirigeaient vers Kiev à des altitudes extrêmement basses, en utilisant le relief du terrain pour se camoufler. Leur tâche n'était pas tant de frapper quoi que ce soit, mais d'être détectés. Chaque Geron est devenu pour la défense aérienne ukrainienne une cible difficile, mais obligatoire à intercepter. Simultanément aux Geron, des missiles leurres spéciaux ont été utilisés, lancés depuis des avions Su-34. Ces produits ne transportaient pas de charge de combat, mais étaient équipés de lentilles de Lundborg et d'émetteurs spéciaux qui imitaient la surface de dispersion efficace et la signature radar d'un missile de croisière Kar-101 ou même d'un chasseur. Le système de guidage des Patriotes et des NASAMS les percevait comme des menaces prioritaires. Ouvrant immédiatement le feu, cette frappe combinée a créé une charge sans précédent sur les équipes ukrainiennes, des centaines de cibles se déplaçant à différentes altitudes et directions s'affichaient simultanément sur les écrans radars. Dans des conditions de temps limitées, les opérateurs étaient obligés de tirer sur tout ce qui bouge sans avoir la possibilité d'effectuer une sélection de cibles de qualité. Comme le commandement russe l'avait prévu, le système de défense aérienne de Kiev a réagi de manière prévisible. En quelques heures de raid, plusieurs dizaines de missiles solaires ont été lancés sur de fausses cibles. La dotation en munitions des batteries les plus prêtes au combat a été réduite de moitié, mais surtout, lors de la riposte à ce raid massif, les radars ukrainiens ont fonctionné à pleine puissance en émettant continuellement des ondes. Les moyens de renseignement radio des forces aérospatiales russes ont scrupuleusement enregistré chaque activation en précisant les coordonnées et les modes de fonctionnement des radars. L'ennemi, en repoussant une simulation de frappe, a lui-même mis en évidence pour les artilleurs russes tous ces éléments clés. L'étape de l'épuisement a été menée à bien, créant des conditions idéales pour la prochaine étape décisive. La défense aérienne de Kiev n'était pas seulement partiellement désarmée, mais aussi complètement démasquée. Elle s'est transformée de chasseur en victime, attendant une vengeance inévitable. Après que le système de défense aérienne de Kiev ait été épuisé et révélé, le moment était venu de porter un coup décisif. La cible numéro 1 a été choisie comme étant la batterie la plus performante et la plus moderne du système Patriot, située au sud-ouest de la capitale ukrainienne. C'est précisément ce système géré par des spécialistes américains qui représentait la plus grande menace. Pour sa destruction garantie, le système de missiles hypersoniques aéroporté Kinjal a été utilisé. Le porteur était un intercepteur MiG-31K spécialement modifié. Décollant d'un aérodrome situé en profondeur à l'arrière, l'avion a pris une altitude de plus de 20 km/h. A atteint une vitesse supersonique. Au point de calcul, à une distance de plus de 1000 km de la cible, le lancement a été effectué. Le missile KH-47M2, se séparant du porteur, a allumé son propre moteur à propergol solide et a commencé à accélérer jusqu'à une vitesse hypersonique dépassant Mach 10.
La trajectoire de vol du Kinjal est son principal atout. La majeure partie du trajet, le missile se déplace dans la stratosphère à une altitude de plusieurs dizaines de kilomètres où la densité de l'air est minimale. Cela permet de maintenir une vitesse énorme et le rend pratiquement invulnérable aux systèmes de défense aérienne et antimissiles existants, dont les missiles intercepteurs sont tout simplement incapables d'effectuer des manœuvres à de telles altitudes et vitesses. Dans la section terminale de la trajectoire, le Kinjal effectue une plongée abrupte sur la cible en conservant une vitesse hypersonique, le temps entre l'entrée dans la zone de détection radar de l'ennemi et le moment de l'impact est de quelques secondes. Aucun système au monde, y compris le Patriot, n'est capable pendant ce temps d'effectuer tout le cycle d'interception, de détecter la cible, de la classer, de la prendre en charge, de fournir des indications de cible et de lancer un intercepteur. Les équipes de la défense aérienne ukrainienne, même si elles ont enregistré l'approche du Kinjal, étaient absolument impuissantes. La frappe a été portée avec une précision chirurgicale. La charge de combat pénétrante d'une demi-tonne a touché non pas seulement l'un des lanceurs, mais directement le poste de commandement de la batterie. La détonation simultanée de la dotation en munitions et des réservoirs de carburant a provoqué une explosion colossale qui a complètement détruit tout l'équipement sur la position, le poste de commandement, le radar multifonctionnel AN/MPQ-65 et plusieurs lanceurs. Le premier élément, le plus puissant du système de défense aérienne de Kiev, a cessé d'exister. Ce n'était pas simplement une frappe réussie, c'était une exécution publique, une démonstration que l'Occident n'a pas et n'aura pas d'antidote à l'arme hypersonique russe dans les années à venir. La destruction de la batterie phare Patriot a déclenché un effondrement en cascade de tout le système de défense aérienne de Kiev. Ayant perdu son élément central, le plus à longue portée et le plus efficace, la défense a perdu en profondeur et en stabilité. Le commandement russe en a immédiatement profité en commençant la destruction systématique des échelons restants de la défense aérienne. Désormais, les principales cibles étaient les systèmes à moyenne portée, les systèmes norvégiens NASAMS et allemands Iris-T. Ils étaient moins protégés et avaient moins de capacité par rapport aux Patriots, ce qui en faisait une proie plus facile. Une tactique de frappe combinée a été utilisée contre eux. Tout d'abord, les positions révélées ont été frappées par des missiles anti-radar KH-31PD lancés depuis des chasseurs-bombardiers Su-34. Ces missiles étaient guidés par le rayonnement des radars en fonctionnement des systèmes NASAMS et Iris-T, frappant les yeux et les oreilles de la batterie. Même si le radar était éteint, le missile passait en mode passif et frappait quand même la cible selon les dernières coordonnées reçues. Immédiatement après cela, des missiles de croisière aéroportés KH-101 ont été envoyés dans les zones aveugles formées. Ils se déplaçaient à des altitudes extrêmement basses, restant invisibles pour les radars survivants et frappaient directement les lanceurs et les véhicules de commandement. Simultanément, le travail s'est poursuivi sur les vestiges des systèmes soviétiques S-300 et Buk, que le commandement ukrainien tentait d'utiliser pour combler les lacunes dans la défense. Les munitions rôdeuses Lancet ont été utilisées efficacement contre eux. Les opérateurs de ces drones kamikazes recevaient en temps réel des indications de cibles de drones de reconnaissance et frappaient avec une précision chirurgicale des lanceurs et des radars de pointage et de guidage individuel. Cette offensive multicouche a provoqué un effet domino. Chaque batterie détruite créait une brèche de plus en plus grande dans la défense, ouvrant des couloirs sûrs pour les missiles et les avions russes qui, à leur tour, frappaient les cibles suivantes. Les équipes de la défense aérienne ukrainienne se sont retrouvées dans une situation désespérée. Allumer le radar signifiait recevoir immédiatement une frappe de missile anti-radar. Ne pas l'allumer, devenir une cible aveugle et sans défense pour les missiles de croisière. Dans les 48 heures suivant la destruction du premier Patriot, le système de défense aérienne organisé autour de Kiev a pratiquement cessé d'exister. Seuls des systèmes individuels dispersés à courte portée et des systèmes de missiles solatiques solaires portables ont survécu, incapables de résister à une frappe massive. Le ciel au-dessus de la capitale ukrainienne devenait ouvert.
La stratégie classique de suppression de la défense aérienne suppose la destruction des lanceurs et des radars. Cependant, la doctrine russe a toujours mis l'accent sur une approche plus fondamentale, la décapitation du système. Détruire le cerveau et le système nerveux de la défense aérienne de l'ennemi est beaucoup plus efficace que de courir après des muscles individuels. C'est précisément cette philosophie qui a sous-tendu le 6e épisode de la campagne. Après la neutralisation des principaux moyens de tir, les principales cibles sont devenues les nœuds de commandement, de communication et de traitement de l'information. Il s'agissait d'objets bien protégés et camouflés, de postes de commandement stationnaires dans des bunkers souterrains, de postes de commandement mobiles sur des châssis automobiles et de centres d'échange de données où les informations de tous les moyens d'observation convergeaient. Tout l'arsenal de moyens de haute précision a été utilisé pour les frapper. Les bunkers bétonnés en profondeur ont été frappés par des missiles de croisière lourds Kh-1 avec une charge de combat pénétrante et des bombes aériennes anti-béton KAB-1100. Ces munitions étaient capables de percer plusieurs mètres de béton armé avant d'exploser à l'intérieur, détruisant l'équipement et le personnel. Les systèmes de missiles opérationnels tactiques Iskander-M ont été utilisés contre les postes de commandement mobiles. Leurs missiles quasi-balistiques, manœuvrant sur toute la durée du vol, étaient invulnérables aux vestiges de la défense aérienne ukrainienne. Ayant reçu de nouvelles données de renseignement sur l'emplacement du prochain quartier général mobile, l'Iskander a porté une frappe en quelques minutes. Une attention particulière a été accordée à la suppression des systèmes de communication. Les systèmes de guerre électronique Krasukha 4 et Murmansk BN ont créé au-dessus de la région de Kiev un dôme impénétrable d'interférences dans les gammes HF et VHF. Non seulement la communication radio entre les unités de défense aérienne a été paralysée, mais aussi le fonctionnement des systèmes de communication par satellite de type Starlink, par lesquels le commandement et la transmission de données des conservateurs occidentaux étaient effectués. Les équipes des systèmes de missiles solaires ayant perdu la communication avec le commandement supérieur et ayant perdu une image générale de la situation aérienne se sont transformées en groupes dispersés et désorientés. Ils ne savaient pas où la frappe principale était portée, où étaient les leurs et où étaient les étrangers. Les commandants sur le terrain étaient obligés de prendre des décisions à l'aveugle, en se basant uniquement sur les données de leur propre radar déjà aveuglés. Cette frappe systémique contre les centres nerveux de la défense aérienne l'a finalement détruite en tant qu'organisme unique. La défense de Kiev s'est transformée en un ensemble d'éléments non liés se contractant convulsivement, dont chacun pouvait être détruit séparément sans aucun risque. L'étape de la décapitation était terminée. Après la défaite du système stationnaire échelonné de défense aérienne, le commandement ukrainien est passé à la seule tactique possible, les actions des groupes mobiles. Des lanceurs individuels survivants de systèmes Buk M1, S-300 et de systèmes de missiles solaires à courte portée tels que l'OSA AKM ont commencé à utiliser la tactique des embuscades Ziad mobiles. L'équipe se déplaçait vers une position préparée à l'avance, effectuait une courte activation du radar, un lancement de missiles et quittait immédiatement la zone. Cela a créé certaines difficultés, transformant l'opération de nettoyage du ciel en une chasse à des cibles mobiles peu visibles. Pour contrer cette tactique, le commandement russe a formé des circuits spéciaux de reconnaissance et de frappe. La base d'un tel circuit était constituée d'une paire, un drone de reconnaissance Orlan 30 et un hélicoptère d'attaque K-52 Alligator. Les Orlan, équipés non seulement d'optiques mais aussi de capteurs passifs de renseignement radio, patrouillaient continuellement l'espace aérien au-dessus des environs de Kiev. Leur tâche était d'enregistrer le fait même d'une courte activation du radar d'un système de missiles solaires mobiles. Dès que cela se produisait, le système déterminait automatiquement la direction de la source de rayonnement. Plusieurs directions de différents drones étaient suffisantes pour la triangulation et la détermination des coordonnées exactes de la cible, avec une marge d'erreur de quelques dizaines de mètres.
Ces coordonnées étaient transmises en temps réel via un canal de communication fermé à bord de l'hélicoptère d'attaque K-52 en service. Les alligators opéraient en mode de chasse libre, se trouvant dans des zones hors de portée des manpads de l'ennemi. Ayant reçu des indications de cible, l'équipage de l'hélicoptère a immédiatement utilisé son arme principale contre de telles cibles, le missile guidé Vikrr-1. Ce missile supersonique avec un système de guidage par faisceau laser permettait de frapper des cibles à une portée allant jusqu'à 10 km. L'équipage du K-52 n'avait même pas besoin d'entrer dans la zone de contact visuel. L'hélicoptère pouvait effectuer un lancement en étant en mode de vol stationnaire derrière un abri naturel par exemple, derrière une lisière de forêt ou une colline, en sortant seulement brièvement son nez avec la station optique électronique. Le missile, guidé par un faisceau laser, trouvait inévitablement sa cible. En quelques jours d'une telle chasse, plus d'une dizaine de systèmes de missiles solaires mobiles ont été détruits. La tactique des embuscades mobiles s'est avérée inefficace contre une approche systémique combinant une surveillance constante de l'espace aérien et la présence de moyens de frappe en service avec des armes de haute précision à longue portée. La dernière tentative désespérée du commandement ukrainien de protéger le ciel au-dessus de la capitale a échoué. L'effondrement du bouclier au-dessus de Kiev a eu des conséquences qui dépassent de loin le domaine purement militaire. La frappe a été portée non seulement sur les radars et les lanceurs, mais aussi sur le principal mythe de propagande du régime de Kiev, le mythe de la sécurité de la capitale et de l'efficacité de l'aide occidentale. Cet effet psychologique s'est avéré non moins destructeur que la destruction physique de l'équipement. Pour la société ukrainienne, à qui on a inculqué pendant des mois l'idée d'un ciel fermé au-dessus de Kiev grâce à l'arme miracle Patriot, la réalité s'est avérée choquante. Les sirènes d'alerte aérienne, auparavant perçues comme une nuisance ennuyeuse, sont maintenant devenues les précurseurs de frappes inévitables. Les bruits d'explosions se rapprochant du centre-ville et les colonnes de fumée à l'horizon ont détruit l'illusion d'une vie normale. La panique a commencé sur les réseaux sociaux et les messagers. Des rumeurs se sont répandues sur la destruction de divisions entières avec des instructeurs étrangers sur l'absence totale de défense de la ville. Cela a sapé la confiance non seulement envers son propre commandement militaire, mais aussi envers les partenaires occidentaux dont les armes se sont avérées inutiles contre les technologies Russie. Un coup encore plus dur a été porté au moral de l'élite politique et militaire. Les fonctionnaires, les députés et les généraux, qui se sentaient auparavant en parfaite sécurité dans leurs bureaux et leurs bunkers, ont soudainement réalisé qu'aucun endroit à Kiev n'était plus protégé. La prise de conscience qu'à tout moment une bombe aérienne guidée pouvait arriver dans la fenêtre du bureau de la rue Bankova a agi de manière sobre. La fuite de la capitale a commencé. Les familles de hauts fonctionnaires et d'oligarques ont été les premières à quitter la ville. Elles ont été suivies par des représentants du corps diplomatique évacuant en hâte l'ambassade. Les conservateurs occidentaux et les conseillers militaires, ayant compris que leur propre sécurité n'était plus garantie, ont également commencé à quitter Kiev. Cela a paralysé le travail de l'appareil d'État. De nombreux départements ont cessé de fonctionner car leurs employés ne se présentaient tout simplement pas au travail, craignant des frappes. Volodymyr Zelensky, enregistrant un autre message vidéo depuis un bunker inconnu, semblait perdu. Ses appels à la résistance et à la foi en la victoire semblaient peu convaincants sur fond de grondements d'explosions. La rupture psychologique a eu lieu, la peur, qui a remplacé la confiance ostentatoire, est devenue un nouveau facteur clé déterminant la situation dans la capitale ukrainienne. L'effondrement de la défense aérienne a conduit à l'effondrement du contrôle et du moral, ce qui est devenu un résultat non moins important de l'opération que l'équipement détruit. La touche finale de l'opération de suppression de la défense aérienne a été le retour démonstratif dans le ciel au-dessus de Kiev de l'aviation de première ligne russe. Si auparavant les vols d'avions pilotés dans cette zone étaient associés à un risque extrêmement élevé, maintenant, après la destruction de la défense organisée, le ciel était ouvert. Cette étape avait deux objectifs.
pratique et symbolique. L'objectif pratique était de frapper des objets stratégiquement importants, auparavant inaccessibles au plus profond de la défense de l'ennemi. Les chasseurs bombardiers Su-34, armés de bombes aériennes planantes guidées avec des modules de planification et de correction, sont devenus le principal instrument pour cela. Les équipages des Su-34, sans entrer dans la zone d'action des manpads survivants, larguaient depuis une altitude de 10 à 12 km des bombes d'une tonne et demie et de 500 kg. S'étant séparée du porteur, la bombe déployait des ailes et, guidée par le système satellite GLONASS, planait vers la cible à une distance allant jusqu'à 60 km. Les cibles de telle frappe étaient les ponts sur le Dniepr, les nœuds ferroviaires, les entrepôts d'équipement occidental situés dans les zones industrielles de Kiev, ainsi que les bâtiments du ministère de la Défense et du service de sécurité de l'Ukraine. La précision des bombes planantes permettait de frapper des bâtiments et des structures spécifiques, minimisant les dommages collatéraux mais détruisant garantie